Alors, bienvenue pour cette exploration des idées de Peter Thiel. C'est une figure assez incontournable de la Silicon Valley, cofondateur de PayPal, premier à investir dans Facebook en externe, puis Palantir. Oui, tout à fait. Et on va se pencher sur son livre Zero to One, de 0 à 1. Ce n'est pas juste un manuel de start-up classique, c'est plus une réflexion sur ce que c'est vraiment l'innovation radicale. C'est ça, Ça vient d'un cours qu'il donnait à Stanford, et le titre, il résume bien son idée centrale. exactement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette fameuse distinction qui fait entre créer du neuf, passer de 0 à 1, Mhm. et puis juste améliorer ou copier ce qui existe déjà, le passage de 1 à N. On va regarder sa vision de l'innovation, de la concurrence, et puis comment on construit l'avenir, selon lui. Horizontal, extensif, quoi. C'est la mondialisation. D'accord. On prend un truc qui marche quelque part et hop, on le met ailleurs. L'exemple typique, c'est la Chine, qui a beaucoup copié de technologies occidentales. Et le deuxième moteur alors? C'est le progrès vertical. Intensif, c'est la technologie. Là, l'idée, c'est de créer quelque chose de vraiment nouveau, De passer de 0 à 1. voilà, de passer de 0 à 1. Pense à l'arrivée de l'ordi personnel, d'Internet. Pour Thiel, ce progrès vertical, il est beaucoup plus important. Ah oui. Pourquoi il met la technologie au-dessus de la mondialisation? Ça peut paraître un peu contre-intuitif, non? On n'arrête pas de parler de mondialisation. Son argument est assez... Enfin, il est assez direct. Une mondialisation basée seulement sur les technologies actuelles, c'est pas soutenable, quoi. Hmm. Si tous les pays en développement se mettaient à consommer comme nous, là, maintenant, sans nouvelles technologies, imagine les dégâts sur l'environnement. Pour lui, la technologie, cette capacité à faire du neuf, c'est vraiment la seule porte de sortie pour un avenir prospère et durable. Il voit ça presque comme un miracle, une capacité propre à l'humain. D'accord. Et ça rejoint son idée de penser différemment. Avec sa fameuse question là, quelle vérité importante très peu de gens partagent avec vous? Il la pose vraiment en entretien, ça. Oui, apparemment. Et c'est une question redoutable. Parce qu'il faut non seulement avoir une idée qui sort du lot, mais aussi le courage de la défendre contre la pensée dominante. À l'école, on apprend plutôt le consensus, tu vois. C'est vrai. Une bonne réponse, pour lui, c'est une réponse qui va à l'encontre d'une croyance bien établie. Et sa propre réponse, c'est justement ça. La technologie est plus décisive que la mondialisation. Il prend l'exemple de la bulle Internet pour montrer comment la pensée collective peut complètement dérailler. Tout à fait. On se souvient de cette euphorie de la nouvelle économie fin des années 90, mais ça venait après une période un peu morose économiquement. Oui, Et puis l'explosion d'Internet a créé une espèce de frénésie. Et c'est là-dedans que PayPal est né. S'ils racontent leur début difficile, le changement de cap vers l'email, et puis cette stratégie un peu folle, ah oui. de payer les utilisateurs pour s'inscrire et pour parrainer leurs amis. C'était 10 $ chacun. Attends, payer les clients. Mais c'est pas la recette pour couler une boîte, ça? Ah c'était hyper risqué, c'est sûr, mais c'était calculé. Ils avaient absolument besoin d'atteindre une taille critique très très vite. Ils sentaient que la bulle allait éclater. D'accord. Et ils ont réussi à lever 100 millions de dollars, juste avant le crash de mars 2000. Ouf, ça les a sauvés. Et après ce crash, la Silicon Valley a retenu des leçons très très prudentes. Petit pas, être super flexible, surtout pas de grands plans. Oui, et Thiel, lui, rejette complètement ces leçons qui sont devenues des dogmes. Pour lui, il faut de l'audace, il faut un plan, même s'il est imparfait. Il faut comprendre que la compétition à outrance, ça détruit la valeur. Et que la vente, c'est aussi crucial que le produit lui-même. Mhm. Son message principal, c'est pensez par vous-même. Ne suivez pas la foule bêtement, mais ne la rejetez pas non plus juste par esprit de contradiction, quoi. Ce qui nous amène logiquement à sa vision de la concurrence et du monopole. Sa question pour les entrepreneurs, elle devient alors: quelle entreprise de valeur personne ne construit encore? Exactement. Et là, il met le doigt sur une différence essentielle. Créer de la valeur, c'est une chose, la capturer, c'en est une autre, et c'est ça qui fait qu'une entreprise dure. C'est-à-dire? Prends les compagnies aériennes, elles créent énormément de valeur pour les voyageurs, on est d'accord, mais la concurrence est tellement féroce qu'elle ne garde presque rien comme profit. Ah oui, c'est vrai. À l'inverse, Google crée de la valeur, bien sûr, mais surtout, il en capture une part gigantesque grâce à sa position quasi monopolistique dans la recherche. Donc il fait carrément l'éloge du monopole.
C'est un mot qui a plutôt mauvaise presse, quand même. Alors, attention, il faut préciser, il ne parle pas des monopoles obtenus de manière illégale ou par lobbying, hein. Il parle du monopole créatif. Monopole créatif. Oui, c'est une entreprise qui est tellement meilleure dans ce qu'elle fait, parce qu'elle a fait une innovation radicale, un vrai 0 à 1, que personne d'autre ne peut proposer un substitut valable. Genre Google pour la recherche ou l'iPhone à ses débuts. Exactement. Pour Thiel, le but du capitalisme, c'est d'accumuler du capital, alors que la compétition parfaite, elle tend à le faire disparaître, ce capital. Donc il faut absolument éviter de devenir une simple commodité, un produit indifférencié. Il dit aussi que les entreprises mentent sur leur situation réelle. C'est intéressant, ça. Oui, les monopoles, ils ont tendance à minimiser leur position pour pas attirer l'œil des régulateurs, tu vois. Google va dire « Oh, mais on est juste une boîte de tech parmi tant d'autres ». Mhm. Et à l'inverse, les entreprises qui sont dans une compétition acharnée, elles vont exagérer leur côté unique. Chaque petit resto du coin pense avoir la recette secrète qui le rend spécial, alors qu'en fait, ils rament pour survivre. Et pourquoi cette compétition est si néfaste, selon lui? Parce qu'elle bouffe les marges, déjà, elle génère un stress monumental, et surtout, elle pousse les boîtes à se focaliser sur les rivaux plutôt que sur leur mission et sur la vraie innovation. D'accord. Alors que les monopoles créatifs, eux, ils ont les moyens, ils ont la liberté de penser long terme, de mieux traiter leurs employés et même d'avoir des objectifs éthiques. Le fameux Don't be evil de Google au début, c'était un peu ça. Et l'idée forte, c'est que ces monopoles, en fait, ils font avancer la société. Ils créent de nouvelles catégories d'abondance. Il cite Tolstoï, mais à l'envers, c'est ça? C'est ça. Toutes les entreprises heureuses se ressemblent parce qu'elles sont uniques, chacune dans son monopole. Toutes les entreprises malheureuses se ressemblent parce qu'elles sont coincées dans la même compétition destructrice. La clé du bonheur entrepreneurial, c'est d'être différent, mais d'une manière qui compte vraiment. Mais cette obsession de la compétition, elle vient d'où? Ce n'est pas juste un phénomène économique. Pour Thiel, c'est bien plus que ça. C'est une idéologie. Un truc qu'on apprend dès l'école où tout est basé sur la compétition, les notes, le classement. C'est vrai, oui. Et ça continue dans le monde de l'entreprise, avec tout ce langage guerrier, conquérir des parts de marché, écraser la concurrence. Il fait une comparaison intéressante entre Marx et Shakespeare. Ah, Marx voyait les conflits naître des grandes différences, bourgeois versus prolétaires. Shakespeare, lui, montrait que les conflits les plus sanglants naissent des similarités, des petites différences entre des gens très proches. Pense à Roméo et Juliette, Montaigu contre Capulet. d'accord. Et dans le business, dit-il, c'est Shakespeare qui a raison. On devient obsédé par nos concurrents les plus proches, ceux qui nous ressemblent le plus. Comme Microsoft et Google qui se sont fait la guerre pendant des années, et pendant ce temps, c'est Apple qui a raflé la mise sur le mobile. Exactement. Ou tous ces clones de lecteurs de cartes bancaires sur mobile qui sont apparus après Square. Ils se battaient sur des micro-différences. C'est souvent une compétition stérile, imitative et qui coûte une fortune. Parfois même, ça fait voir des opportunités là où il n'y en a pas. Il cite l'exemple de la guerre ruineuse entre les animaleries en ligne à la fin des années 90, genre pets.com. Un désastre. Oui, je m'en souviens. Et d'ailleurs, la fusion de PayPal avec X.com, la boîte d'Elon Musk à l'époque, Ah oui. c'était une façon de mettre fin à une guerre interne coûteuse, parce qu'il y avait une menace bien plus grande qui arrivait, le crash de la bulle Internet. Donc, son conseil, c'est, si possible, éviter la compétition, ou alors, si le combat est vraiment inévitable, il faut frapper fort, vite, et gagner de manière décisive. Faut pas se battre pour des broutilles, pour l'honneur comme dans Hamlet qui se bat pour une coquille d'œuf. D'accord, donc l'objectif est clair, construire un monopole créatif qui dure. Mais comment on fait pour qu'il dure, justement? La clé, c'est vraiment de penser long terme. La valeur d'une boîte, elle dépend de ses profits futurs, pas ceux d'aujourd'hui. Donc la durabilité, c'est essentiel. Thiel identifie 4 caractéristiques qu'on retrouve souvent chez ces monopoles durables. Lesquels? Premièrement, une technologie propriétaire. Un truc vraiment unique, difficile à copier et qui est au moins 10 fois meilleur que l'alternative. 10 fois. C'est énorme. Oui, c'est un ordre de grandeur pour marquer une vraie rupture. Pense aux algos de Google, au catalogue immense d'Amazon au début, au design et à l'écosystème Apple. Deuxièmement, les effets de réseau. Ah oui, plus il y a de monde, plus c'est utile. Exactement. Facebook, c'est l'exemple type. Mais ça demande de commencer petit, sur une niche, pour amorcer la pompe, sinon ça ne prend pas. Troisièmement, les économies d'échelle. C'est-à-dire? Plus l'entreprise grandit, plus ses coûts fixes sont répartis sur un grand volume, et donc plus elles deviennent efficaces. C'est un avantage énorme pour les logiciels notamment. Et enfin, quatrièmement, une marque forte. Comme Apple. Voilà, une image puissante.
Mais attention, prévient-il, la marque doit reposer sur une vraie substance, les 3 points précédents. Sinon, ce n'est que du marketing. Et ça ne tient pas longtemps. Regarde les difficultés de Yahoo, par exemple. D'accord. Et la stratégie pour assembler tout ça? Il ne suffit pas d'avoir les bons ingrédients. Non, bien sûr. Sa recette, c'est commencer petit, très petit. Il faut choisir un marché de niche bien défini et le dominer complètement. Devenir le monopole de ce petit marché. Comme PayPal avec les gros vendeurs sur eBay au début? Ou Facebook avec juste les étudiants de Harvard. C'est exactement ça. Une fois que cette première tête de pont est solidement tenue, alors il faut s'étendre méthodiquement. Aller vers les marchés juste à côté, un peu plus grands. Comme Amazon qui est parti des livres rares, puis tous les livres, puis la musique, puis tout le reste. Et point important, ne pas chercher la disruption à tout prix. Éviter la confrontation directe avec les gros acteurs établis si possible. Mieux vaut créer son propre espace, tranquille. Il critique Napster, par exemple, qui a attaqué l'industrie de la musique de front et s'est fait détruire. Donc, ne pas être le premier, mais le dernier. C'est l'idée du last mover advantage, l'avantage du dernier entrant significatif. Mieux vaut être celui qui arrive avec la bonne formule, celle qui va s'imposer durablement, que d'être le tout premier à défricher le terrain et à se prendre toutes les flèches. Intéressant. Cette idée de planifier, d'avoir une vision à long terme, ça va un peu à contre-courant de la mentalité actuelle très agile, lean startup, non? Comment Fail voit l'avenir alors? C'est une question de chance ou de plan? Il pointe très clairement du côté du plan, de la vision déterminée. Il a une grille d'analyse assez parlante sur les visions du futur. Il croise 2 axes. Est-ce qu'on voit l'avenir comme déterminé, on peut le planifier, ou indéterminé, c'est le hasard? Et est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Et ça donne quoi comme combinaison? Alors, tu as 4 cadrans. Le pessimisme indéterminé. L'avenir sera moins bien, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi, donc on gère au jour le jour sans grand projet. Pour lui, c'est un peu l'Europe actuelle. Le pessimisme déterminé. L'avenir sera sombre, on le sait, mais on sait comment s'y préparer. C'est la Chine qui copie et qui épargne massivement par crainte de l'avenir. L'optimisme déterminé. L'avenir sera meilleur et on a un plan pour le construire. C'était l'Occident, disons, du XVIIe siècle jusqu'aux années 60-70. Les grandes découvertes, les grands projets comme Apollo. Il raconte même une anecdote sur un plan fou pour transformer la baie de San Francisco. Et enfin, l'optimisme indéterminé. L'avenir sera meilleur, on ne sait pas trop comment, mais ça va le faire. Alors on diversifie, on prend des options, on fait confiance au processus. Pour lui, c'est l'Amérique depuis les années 80, dominée par la finance, avec cette mentalité un peu attentiste des baby-boomers. Et il n'aime pas du tout cet optimisme indéterminé, j'imagine. Ah non, il le critique très fortement. Il pense que c'est la cause d'une finance qui tourne à vide, déconnectée de l'économie réelle, d'une politique qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, d'une philosophie qui valorise le processus plus que le résultat, d'une recherche, même en biotech, qui avance un peu au hasard, par essai-erreur. Donc l'approche Lean Startup, très populaire, il la rejette. Il ne la rejette pas complètement, mais il dit qu'elle est utile pour optimiser quelque chose qui existe déjà, pour passer de 1 à N. Mais pour créer quelque chose de radicalement nouveau, pour le 0 à 1, ça ne suffit pas. Là, il faut une vision forte, un design intelligent, un plan audacieux. Il admire des gens comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg qui ont tenu bon sur leur vision à long terme, même contre l'avis général. Comme quand Zuckerberg a refusé l'offre de rachat de Yahoo. Exactement. Sa conclusion, c'est « Ne vous n'êtes pas un ticket de loterie. Il faut arrêter de subir le hasard et reprendre le contrôle, planifier. » La start-up, c'est justement un espace où on peut encore maîtriser son destin. Ce rejet du hasard, ça nous conduit à un autre concept clé, la loi de puissance, la Power Law. C'est quoi ça? C'est le principe de Pareto, le fameux 80-20 mais poussé à l'extrême. Dans énormément de domaines, en fait, une toute petite minorité d'éléments concentre la quasi-totalité des résultats. Ah oui. Dans le capital risque, c'est flagrant. Souvent, un seul investissement dans un portefeuille, genre Facebook pour Founders Fund, le fonds de Thiel, va rapporter plus d'argent que tous les autres investissements réunis. D'accord. Et ça a quelles conséquences, cette loi? Pour un investisseur en capital risque, la règle devient hyper simple mais très exigeante. D'investir que dans des boîtes qui ont le potentiel à elles seules de rembourser la totalité du fonds. La barre est placée très très haut. Mais Thiel dit que cette loi s'applique bien au-delà du capital risque. Comment ça? Pour nos vies, pour nos carrières. Oui.
Si le monde fonctionne comme ça, avec des distributions aussi inégales, alors la stratégie de diversification à outrance, avoir un CV bien équilibré, toucher un peu à tout, c'est peut-être pas la meilleure approche. Ah, Il vaut mieux, selon lui, se concentrer à fond sur une chose, un domaine, où on a une chance de devenir vraiment exceptionnel. Choisir la bonne entreprise à rejoindre, une fusée comme il dit, peut avoir un impact bien plus démultiplié que de créer sa propre PME qui restera moyenne. hmm. C'est une perspective intéressante. Et pour un fondateur, ça veut dire qu'il faut identifier le facteur unique, le marché, la techno, la distribution qui va suivre cette loi de puissance et mettre toute son énergie dessus. Et pour trouver ces opportunités uniques, ces facteurs qui vont tout changer, il faut découvrir des secrets. C'est un autre thème important chez lui. Exactement. Un secret, attention, ce n'est pas forcément un truc mystique ou caché dans un coffre-fort. C'est une vérité importante, mais qui est soit cachée, soit juste non conventionnelle. Une idée à contre-courant que peu de gens connaissent ou surtout croient. Toute innovation majeure, tout passage de 0 à 1 est basé sur la découverte d'un tel secret. Mais pourquoi on ne chercherait plus ces secrets aujourd'hui? On a l'impression que tout a été découvert, non? C'est justement ce que Thiel critique. Il pense qu'on est devenu un peu paresseux intellectuellement. On croit que la géographie est explorée, que la science avance par petits pas seulement, on a peur du risque d'avoir tort, on se complaît dans l'amélioration de l'existant, on croit aux marchés efficients qui auraient déjà tout compris. D'accord. Pourtant, il est convaincu qu'il reste énormément de secrets à découvrir, que ce soit sur la nature, en sciences, en médecine ou sur les gens, en business, en société. Il donne l'exemple d'Airbnb ou d'Uber. Le secret, c'était que des gens étaient finalement prêts à laisser des inconnus dormir sur leur canapé ou monter dans leur voiture. C'était pas évident au départ. Vu comme ça, et qu'est-ce qu'on fait d'un secret alors une fois qu'on l'a trouvé? On le garde pour soi? Surtout pas. Il faut le partager. Mais pas avec n'importe qui, avec une équipe restreinte, soudée, pour construire quelque chose à partir de ce secret. La start-up devient alors, selon ses termes, une sorte de conspiration pour changer le monde, un groupe uni par cette vision secrète et partagée. Et ça nous ramène à l'importance de l'équipe, des fondations. C'est la fameuse loi de Thiel. Une fondation ratée est irréparable. Voilà. Les tout débuts, c'est absolument crucial. La décision la plus importante, c'est le choix du ou des cofondateurs. C'est comme un mariage, dit-il. Il faut une histoire commune, une confiance qui va au-delà du professionnel. Et la structure doit être claire dès le départ, hein. Qui possède quoi, les parts, l'equity, qui gère quoi au quotidien, l'opérationnel, et qui contrôle quoi, le conseil d'administration, le board. Sinon, c'est la porte ouverte au conflit. D'ailleurs, le board, il conseille de le garder très petit. 3 personnes, c'est l'idéal, 5 grand maximum. Et compétents, bien sûr. Il insiste aussi beaucoup sur l'engagement total, non? Ah oui, tout le monde doit être à plein temps et si possible au même endroit. Pas de consultant à mi-temps, pas de télétravail pour les postes clés au début. C'est soit tu es dans le bus, soit tu n'y es pas. Radical. Oui. Et ça s'applique aussi au salaire. Il préconise des salaires plutôt bas au début. Surtout pour le PDG, il mentionne un plafond de 150 000 $ par an. L'idée, c'est que la vraie motivation de venir des parts dans l'entreprise, l'equity, qui aligne tout le monde sur le succès à long terme. Et il ajoute un conseil, garder la répartition de cette equity confidentielle pour éviter les jalousies internes. Et au-delà de la structure formelle, il y a la culture d'entreprise. Il parle de la mafia PayPal. C'est une image forte. Oui, c'est une métaphore, bien sûr. Ça décrit les liens incroyablement forts, presque tribaux, qui unissaient l'équipe des débuts de PayPal. Ils partageaient une mission, ils avaient traversé des épreuves ensemble. Et ça a eu des suites, cette mafia? Énormément. Après la vente de PayPal à eBay, ces anciens ont créé ou financé une quantité impressionnante de boîtes à succès. Tesla, LinkedIn, YouTube, Yelp, SpaceX avec Musk. La culture, pour Naltil, c'est bien plus que des baby-foot ou des snacks gratuits. C'est l'entreprise elle-même, en mission. Comment on crée ça alors? Il faut recruter des gens qui sont attirés par la mission unique de l'entreprise et par l'équipe spécifique qui la porte. Pas juste des mercenaires qui cherchent les meilleurs avantages. Il parle d'une tribu, des gens similaires vus de l'extérieur, mais avec des rôles très clairs et distincts à l'intérieur. Ça règle une seule responsabilité clé par personne. Ça réduit les conflits. Pour lui, les meilleures startups sont un peu comme des cultes, Des cultes? au sens où elles sont passionnément, fanatiquement convaincues d'avoir raison sur un secret important que le reste du monde ignore. C'est l'opposé des consultants, dit-il, qui vendent la même expertise partout sans réelle conviction profonde. D'accord.
Donc on a un bon produit, basé sur un secret, une équipe soudée et bien structurée, une culture forte. Ça suffit? Non. Et c'est un point sur lequel il insiste énormément. Il faut vendre. La distribution, la vente, le marketing, c'est souvent le parent pauvre dans les boîtes de tech, le truc que les ingénieurs méprisent un peu. C'est vrai que ça n'a pas toujours bonne presse. Mais c'est absolument crucial. Un produit génial qui ne se vend pas, ça ne sert à rien. Il explique que la vente prend différentes formes, souvent cachées, sous d'autres noms, business développement, etc. Il y a tout un spectre de méthodes selon le prix et la nature du produit. Comme quoi, par exemple? Aux extrêmes, tu as les ventes complexes, pour les contrats à plusieurs millions, genre SpaceX qui vend des lancements de fusées. Là, c'est le PDG qui vend. Ça prend des mois, voire des années. Puis les ventes personnelles, pour des contrats plus petits mais significatifs, logiciels d'entreprise, etc. Ensuite, il y a une zone morte où le coût de la vente directe est trop élevé par rapport au prix du produit. Puis tu passes au marketing et à la publicité pour les produits grand public. Et enfin, le Graal, le marketing viral où le produit se propage tout seul, comme Facebook ou PayPal à ses débuts, avec leur système de parrainage. Et il faut être bon partout. Non, juste non. La loi de puissance s'applique là aussi. En général, un seul canal de distribution va être beaucoup plus efficace que tous les autres pour une entreprise donnée. Le tout, c'est de trouver lequel et de le maîtriser à fond. Et il élargit l'idée de vente. Une entreprise doit aussi se vendre aux employés qu'elle veut recruter, aux investisseurs, aux médias. D'accord. Un autre point qui va un peu à contre-courant aujourd'hui, sa vision de l'intelligence artificielle. Il n'a pas peur du grand remplacement par les machines. Pas du tout, au contraire, il est un grand défenseur de la complémentarité homme-machine. Son argument, c'est que les humains et les ordinateurs ont des forces fondamentalement différentes et complémentaires. C'est-à-dire? Les humains sont bons pour poser des questions, pour l'intentionnalité, le jugement complexe, la planification stratégique. Les ordinateurs sont imbattables pour traiter des quantités massives de données, trouver des motifs, faire des calculs rapides. L'erreur, selon lui, c'est de vouloir que les machines remplacent les humains là où les humains sont bons. Il a des exemples concrets? Son expérience chez PayPal avec la lutte contre la fraude a été fondatrice pour lui. Au début, ils ont essayé des algos seuls. Ça ne marchait pas bien, trop de faux positifs. Ils ont essayé des analystes humains seuls, ils étaient débordés par le volume. La solution qui a marché, c'était un système hybride. La machine signalait les transactions suspectes et l'humain prenait la décision finale. C'est le principe de Palantir, sa deuxième grosse boîte? Exactement. Palantir fournit des outils d'analyse de données très puissants, mais c'est toujours un analyste humain qui interprète les résultats et décide de l'action. Pareil pour LinkedIn qui outille les recruteurs humains mais ne les remplace pas. Pour Thiel, l'avenir n'est pas dans la substitution, mais dans l'augmentation des capacités humaines grâce aux machines. C'est une vision plus optimiste que ce qu'on entend souvent. Pour illustrer un peu tous ces principes, il fait une analyse assez détaillée de l'échec de la bulle des clean tech, les technologies vertes, dans les années 2000. Pourquoi ce secteur a connu un tel crash alors que tout le monde était d'accord pour dire que c'était important? Oui, c'est un cas d'école intéressant. Il passe le secteur au crible de ces 7 questions clés qu'une start-up doit se poser, et le résultat est assez sévère. Qu'est-ce qui n'allait pas, en gros? En résumé, 1. Ingénierie. Souvent, la technologie n'était pas radicalement meilleure, pas le fameux 10x. 2. Timing. Le marché était-il vraiment prêt et assez rapide? Souvent non. 3. Monopole. Y avait-il une vraie stratégie pour dominer une niche? Non. C'était souvent une compétition féroce, d'emblée. 4. Équipe. Les équipes étaient-elles vraiment au top techniquement? Pas toujours, parfois c'était plus des business développeurs ou des lobbyistes. 5. Distribution. Est-ce qu'on avait pensé à comment vendre et livrer le produit aux clients, souvent oublié? 6. Durabilité. Est-ce que l'entreprise pouvait tenir sur 10-20 ans? La concurrence chinoise ou l'arrivée du gaz de schiste, fracking, ont été sous-estimés. 7. Secret. Quelle était la vérité unique et cachée sur laquelle reposait l'entreprise? Souvent, il n'y en avait pas, juste des idées conventionnelles du genre « le vert c'est bien », ce que Thiel appelle de l'entrepreneuriat social un peu naïf et inefficace. Donc, un échec quasi programmé selon ces critères. C'est un peu ça, mais il nuance en prenant l'exemple de Tesla. En appliquant les mêmes 7 questions à Tesla, il montre que la plupart des réponses sont positives. Donc, le secteur cleantech n'était pas intrinsèquement mauvais, mais il fallait l'aborder différemment, avec une vraie stratégie de niche, focalisée, basée sur un secret technologique fort. D'accord. Et pour finir, il aborde un sujet un peu plus étrange, peut-être, le profil des fondateurs eux-mêmes, le paradoxe du fondateur.
Oui, c'est un chapitre fascinant. Il observe que les fondateurs de start-up à très grand succès, il prend l'exemple de l'équipe de PayPal, mais aussi d'autres figures comme Bill Gates, Steve Jobs, ont souvent des personnalités très atypiques, voire extrêmes. C'est-à-dire extrême. Ils semblent souvent cumuler des traits opposés. Ils sont à la fois insiders, ils connaissent très bien leur milieu, et outsiders, ils pensent différemment. Ils peuvent être charismatiques et en même temps très difficiles à vivre, riches et frugaux, célèbres et parfois un peu sulfureux ou secrets. Leurs traits de caractère ne suivraient pas une courbe de Gauss normale, mais plutôt une courbe normale inversée, avec des pics aux extrêmes et peu de gens moyens. Et comment il explique ça? C'est inné, c'est construit? Il explore plusieurs pistes, la nature, la culture, peut-être même une forme de mise en scène consciente ou inconsciente. Il cite Richard Branson, Sean Parker, Lady Gaga comme des exemples de personnalités qui jouent avec ces extrêmes. Et il va même chercher des parallèles dans la mythologie? Oui, il fait un parallèle audacieux avec les figures mythologiques fondatrices comme Oedipe ou Romulus et Rémus, des figures souvent marquées par des actes extrêmes, des crimes, mais qui sont aussi à l'origine de cités ou de dynasties. Il suggère que ces figures hors normes jouent peut-être un rôle particulier dans les sociétés, un peu comme des catalyseurs ou même des boucs émissaires nécessaires pour gérer les crises et permettre le changement radical. C'est une idée assez provocatrice. Effectivement. Bon, si on essaye de résumer cette plongée dans Zero to One, les grandes idées, ce serait l'importance cruciale d'innover vraiment, de faire du 0 à 1, la recherche du monopole créatif, bien supérieur à la compétition, la loi de puissance qui gouverne un peu tout, des investissements aux carrières, l'importance vitale des fondations, de la culture d'équipe et de la distribution, la vision de la technologie comme complémentaire à l'humain. Et puis, cette réflexion sur la nature un peu paradoxale des fondateurs qui réussissent à créer l'inédit. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse avec une question pour la route, peut-être. Si ces fondateurs capables de faire du 0 à 1 semblent souvent être des personnalités si extrêmes, si à la limite, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de l'innovation de rupture ? Est-ce qu'il faut être fondamentalement différent, peut-être même un peu en marge de la norme sociale, pour être capable de voir et de construire ce que tous les autres ne voient pas ? Quel rôle joue vraiment ce paradoxe du fondateur dans cette capacité à faire passer le monde de 0 à 1 ? C'est une excellente question pour conclure. Voilà qui termine notre discussion autour des idées de Peter Thiel dans Zero to One. Merci de nous avoir écoutés.